Je voulais juste vous introduire. Hervé Guay est professeur au département de littérature. Il est spécialiste du théâtre. Il a été aussi, avant d'être professeur, critique au devoir, au devoir critique du théâtre. Et là, il va nous présenter un des premiers projets, c'est assez avant-gardiste, sur la médiation culturelle et numérique dans les arts de la scène au Québec. Donc toute une réflexion sur le numérique, l'entrée du numérique dans ce milieu-là, qu'est-ce que ça provoque, etc. Donc il va mener cette recherche, qui mène aussi avec Marie-Claude Lapointe, que vous avez vu l'autre jour, de notre département. Donc, voilà. Sans plus attendre, je laisse la place à Hervé et puis... Merci Aude. Ça fait vraiment plaisir de venir vous rencontrer aujourd'hui. J'ai des étudiants moi aussi, il y a ça aussi en littérature, mais c'est bien de rencontrer des étudiants de d'autres domaines. Au début, quand on s'est parlé, Aude et moi, je voulais que je vienne vous faire quelque chose sur la culture et le numérique, peut-être un petit peu plus théorique. Mais comme vous le savez, dans la session, on est souvent assez occupé. Puis là, je me suis dit, tiens, voilà une bonne tribune pour venir peut-être présenter les résultats de recherche de mon projet actuel, qui porte, comme vous voyez ici, sur la médiation culturelle numérique. Mais avant d'arriver à la médiation culturelle numérique, il faut peut-être aussi voir ce qui se fait sur le plan de la médiation culturelle tout court. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que essentiellement, je vais vous voyez le plan de l'exposé, ça va être, je vais vous présenter mon projet de recherche, mon équipe de recherche, le contexte de la recherche et les résultats du premier volet de ce projet de recherche-là, qui est le volet quantitatif. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai travaillé vraiment de très près avec Marie-Claude Lapointe, qui est une spécialiste de la recherche quantitative pour ce projet de recherche-là. Vous allez voir qu'on est quand même assez nombreux. Moi, ma spécialité, Aude vous l'a dit, c'est le théâtre. Donc, en montant ce projet de recherche-là, j'ai décidé que ce serait peut-être intéressant de faire quelque chose qui ne soit pas juste théâtre, mais aussi danse et cirque. Au début, j'ai aussi pensé intégrer la musique, mais la musique, c'est tellement vaste que ça aurait été trop pour un projet de recherche de 3 ans. Donc, on s'est arrêté au théâtre, à la danse et au cirque, qui ont pas mal de choses en commun. Ne serait-ce que le fait que la plupart des spectacles sont présentés dans des salles. Et ce projet de recherche-là, c'était aussi en marge d'un profil de maîtrise qu'on est en train de développer au département de lettres et communication sociale, qui s'appelle Culture et numérique, dans lequel on veut former justement des professionnels. Je vais donner un séminaire justement de maîtrise à la prochaine session qui va s'appeler Dispositifs numériques et publics de la culture. Et l'idée derrière ça, c'est de former des professionnels qui seraient susceptibles de développer des dispositifs numériques, des applications dans le domaine de la culture. Donc, c'est un profil assez innovateur. L'autre élément qui est important, c'est que, vous savez, tout le monde en ce moment parle du virage numérique. Et le gouvernement est vraiment là-dessus et on encourage toutes les initiatives dans ce domaine-là. Donc, ça fait un peu partie aussi de ce contexte-là dans lequel le projet se situe. Le type de recherche, ce type de recherche-là, c'est un type de recherche un petit peu particulière parce que, c'est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines, mais ça s'appelle un développement partenariat. Et un développement partenariat, ça suppose qu'on travaille avec des partenaires du milieu. Et donc, je vais vous les présenter, les partenaires. Et puis le titre de la recherche, vous voyez ici, c'est Dispositifs de médiation numérique dans les arts de la scène, pratique, savoir et savoir-faire. Puisque ici, on étudie la médiation culturelle vraiment comme une pratique. Hein. Ce n'est pas un projet de recherche très théorique où on va discuter, mais on va plutôt vraiment regarder dans ce projet de recherche-là la médiation culturelle et la médiation culturelle numérique comme une pratique dans les organismes des arts de la scène. Et les 3 organismes avec lesquels j'ai décidé de collaborer dans ce projet de recherche-là, c'est le Conseil québécois du théâtre, le Regroupement québécois de la danse et Ampis, Regroupement national des arts du cirque, qui sont 3 associations qui regroupent l'ensemble des compagnies qui œuvrent dans leur art respectif.
Donc, ça faisait pas mal de monde. Et en plus de ça, on a non seulement des chercheurs universitaires dans ce projet-là, mais un chercheur qui est un chercheur qui provient du milieu des arts. Donc, vous voyez ici l'équipe de recherche, je vous laisse lire ça, on est quand même assez nombreux. Vous voyez qu'il y a 3 professeurs de l'UQTR, Marie-Claude qui vous enseigne aussi, je pense, Marie-Claude Larouche qui est en éducation, moi qui est en lettres, et on a 2 chercheurs d'ailleurs, Marie Beaulieu qui est au département de danse de l'UQAM, et Patrick Leroux qui est à Concordia, qui est je dirais, le grand spécialiste du cirque au Québec. Et on avait aussi Nora Geldi, du Conseil québécois du théâtre, qui se trouve à être notre chercheur du milieu des arts. Et on a les 3 autres collaborateurs que tu peux voir ici, dont Marion Denisot, qui est de Rennes 2, avec qui je collabore sur plusieurs autres projets de recherche, Jason Nikorov, qui est au département de communication, et Marc Pronovo, qui est un médiateur culturel, qui va nous assister surtout pour la deuxième étape du projet. Vous allez voir ce que c'est dans pas beaucoup de temps. Et vous voyez aussi que vous avez pas mal d'auxiliaires de recherche qui travaillent avec nous sur tous les volets de cette recherche-là, parce que c'est une recherche assez vaste. Donc, on le dit, on le répète tout le temps, les technologies de l'information et des communications ont vraiment transformé les activités de médiation culturelle. Le ministère de la Culture et des Communications du Québec a adopté un plan numérique en septembre 2014. Le Conseil des arts du Canada, lui, a investi dans un fonds stratégie numérique en 2016 pour aider les organismes et les artistes à développer une stratégie numérique. Et plus généralement, et j'ai envie de dire, c'est vrai non seulement pour les organismes artistiques, mais c'est vrai aussi pour les revues culturelles, on demande à tout organisme qui va déposer une demande de financement au Conseil des arts ou dans un organisme subventionnaire de détailler sa stratégie numérique, entre autres en ce qui a trait à la médiation culturelle. Et moi, je dirige une revue savante, Tangence, et nous aussi, quand on fait une demande de financement auprès du Conseil de recherche en sciences humaines, on nous demande de détailler quelle est notre stratégie numérique. Donc maintenant, c'est partout, on demande à tout le monde de le faire. Et beaucoup d'organismes se sentaient un peu démunis devant une telle demande, puisqu'ils n'avaient jamais vraiment réfléchi à la question. Donc, qu'est-ce qui s'est fait dans le domaine du numérique et de la médiation culturelle jusqu'ici? Il y a quand même beaucoup de choses qui s'est fait dans les musées. On peut penser que le secteur des musées est peut-être celui qui a le plus travaillé, parce que non seulement eux, ils avaient besoin de travailler la médiation culturelle auprès de leur public, mais ils travaillaient aussi des dispositifs de médiation pour les expositions. Donc, les bibliothèques aussi étaient dans cette situation-là. On a aussi beaucoup d'études des pratiques numériques elles-mêmes, les jeux vidéo, etc. Et on a aussi beaucoup d'études qui touchent les jeunes, le public scolaire, qui est un public qui est souvent favorisé quand on fait de la médiation. Donc tout ça était pas mal couvert, c'était déjà pas mal. Mais pour ce qui est des arts de la scène, il y avait beaucoup moins de choses. Donc, peut-être l'exception, c'était la musique, parce que là encore, les plateformes de diffusion de la musique étaient directement touchées par le numérique. Alors là, il a fallu vraiment s'intéresser à la question pour pouvoir vraiment l'étudier en profondeur. Mais pour ce qui est du théâtre, de la danse et du cirque, qui sont les champs dans lesquels je voulais mener cette recherche, là, il y avait peu de choses de fait. Très souvent, par exemple, pour ce qui est du cirque, on disait dans les études, jusqu'ici, la médiation culturelle numérique n'est pas très développée dans le cirque. Ou encore, on en avait un petit peu plus au théâtre, mais pas encore suffisamment pour avoir vraiment une bonne idée de ce qui se faisait, et au Québec, encore moins. Donc le problème de recherche qui a été identifié, c'est que bien que beaucoup d'organismes subventionnaires rendent conditionnel leur soutien financier aux organismes de théâtre, de danse et de cirque qui vont rendre conditionnel leur soutien à ce qu'on développe une stratégie numérique, il y a peu d'études
et peu de recherches qui se font pour étudier cette question-là et pour aider justement ces compagnies à se situer dans ce domaine-là. Et aussi, au moment où ils se développent dans les universités et dans les organismes des formations en numérique, il fallait peut-être essayer d'alimenter cette réflexion un petit peu plus en profondeur pour pouvoir faire des choses qui soient un petit peu plus fouillées. Donc, nous, il fallait partir de quelque part pour mener cette étude-là. On s'est inspiré notamment d'une étude française de Marion Denisot, dont vous avez vu que c'est une collaboratrice du projet, qui s'appelait « État des lieux sur le numérique dans les théâtres en France ». Et donc ça, c'est une première étude qui était intéressante et qui nous a permis d'identifier un certain nombre de questions à poser. Et un des constats qui était assez intéressant sur le numérique au théâtre, c'est qu'il y avait un peu cette idée que le domaine des arts de la scène était en retard par rapport aux autres domaines culturels pour ce qui est du numérique, particulièrement pour ce qui est des musées. Et il y avait même cette idée que dans les arts de la scène, puisque ce sont des arts qui sont vus comme étant des arts de la présence, Denisot et Péter disaient que le spectacle vivant a pu entretenir une méfiance ontologique envers le numérique, ontologique, c'est-à-dire une méfiance presque existentielle, comme si le numérique lui-même pouvait menacer l'existence des arts de la scène et le fait que les gens se déplacent pour aller voir un spectacle de ce genre-là. Et donc, ça, c'est un élément qui nous semblait intéressant à considérer. Et l'autre élément qui venait consolider cette première intuition, c'est l'idée que dans les arts de la scène, et ça c'est bien Rio qui le disent, c'est que la coprésence des artistes et du public est essentielle et que pour un art comme ça, dans lequel la présence de corps vivants qui se répondent les uns les autres est si importante, la question du numérique n'allait pas être reçue de la même manière que pour des pratiques, par exemple, qui l'utilisaient ou qui, par exemple, faisaient appel à toutes sortes de formes d'enregistrement. Dans ce cas-là, le numérique est moins menaçant, il offre simplement de nouvelles manières de faire ce qu'on faisait déjà. Donc, là encore, il y a une espèce de désaccord sur cet usage du numérique dans les arts de la scène. Et au Canada même, il y a des gens qui se sont intéressés à la question. Et je vous résume cette chose-là. Je dirais que, grosso modo, il y a deux points de vue sur cette question-là, sur le numérique et les arts de la scène. Il y a ceux qui pensent, comme vous pouvez le voir ici, que certains des domaines artistiques peuvent se numériser intégralement, alors que d'autres, dont les arts de la scène, ne le peuvent pas. Donc l'idée que, dans certains cas, pour certains arts, le numérique, ça peut être du tout venant, ça peut être pour tout le monde, mais que pour d'autres arts, c'est peut-être pas souhaitable que tout devienne numérique. Et vous comprenez bien que pour ce qui est du théâtre, de la danse et du cirque, on peut peut-être pas tout numériser, puisque le simple fait d'aller voir un spectacle de danse, c'est une expérience en soi qui ne pourra jamais être remplacée par une captation du spectacle de danse. Et il y a d'autres qui pensent qu'au contraire, le numérique va, que pour les organismes des arts de la scène, le tout numérique peut être aussi une option. Alors là, il y a un débat de ce côté-là, et je pense que ce qu'on apprend un peu dans notre étude, c'est qu'il y a des gens qui, pour qui ces inquiétudes-là et ces questionnements-là sont présents. On pourrait dire aussi que dans les arts de la scène, il y a une autre chose qu'il faut considérer, qui est l'idée même de médiation culturelle. Il y a certains organismes de théâtre, de danse ou de cirque qui voient ça comme un problème, la médiation culturelle, puisque dans certains cas, l'activité de médiation elle-même en vient à remplacer le contact avec le public. C'est-à-dire que les gens se rendent à l'activité de médiation, qui sont initiés au théâtre, à la danse, au cirque, mais ne se rendent jamais voir des spectacles de ces trois arts-là. Et que pour les compagnies de théâtre qui font de la création, ils se disent qu'au fond, la médiation
n'amènent pas de gens voir le spectacle, donc ça ne représente pas vraiment un intérêt pour eux, c'est la manière dont ils le perçoivent. Donc on pourrait dire en général que l'écart se fait sentir entre les potentialités et les attentes qui sont suscitées par le numérique en matière de médiation culturelle et l'étendue plutôt restreinte de la réflexion qui a été menée à ce sujet et surtout il y a un grand écart entre les moyens dont disposent les compagnies pour en faire et le potentiel du numérique dans ces choses-là. Donc, j'ai déjà dit toutes ces questions sur l'inquiétude de beaucoup des à cet égard-là. Donc, le but de cette recherche-là, on va en venir un petit peu plus tard aux résultats, c'est vraiment de comprendre comment le potentiel du numérique est exploité dans les trois arts de la scène. Qu'est-ce qu'on fait en numérique? On peut faire d'abord une sorte d'état des lieux, savoir, mais qu'est-ce qui se fait aujourd'hui? On n'a aucune idée c'est quoi, dans quelle mesure, dans quelle extension ces compagnies-là en font. Donc, on se demande des questions du genre, à quel point les compagnies québécoises en cirque, dans ces théâtres, utilisent-ils des dispositifs numériques de médiation culturelle? Est-ce qu'il y en a beaucoup des compagnies qui en font? Est-ce qu'ils l'utilisent souvent? Quelle sorte de dispositifs est-ce qu'ils utilisent? Comment ils s'approprient le numérique, même dans le quotidien, pour pratiquer leurs activités? Est-ce que ces compagnies-là ont des stratégies numériques? Et s'ils font des activités de médiation culturelle numérique, quel est le degré de réussite des initiatives utilisées selon ceux qui les commandent ou qui les réalisent? Donc, avec cette étude-là, en plusieurs étapes, on va essayer de répondre à ces questions de recherche. Donc, l'idée derrière ça, les objectifs de cette recherche, c'est vraiment de soutenir le développement et la consolidation du public, tant jeunesse qu'adulte dans les arts de la scène, par le biais de divers moyens offerts par les technologies de l'information et de la communication. Le présupposé de notre étude, c'est qu'en étudiant les pratiques de médiation numérique et en réfléchissant sur leur élaboration, on pourrait justement soutenir leur manière d'entrer en contact avec le public. Et c'est aussi en lien avec avec le sous-titre du projet de recherche qui est pratique, savoir et savoir-faire, c'est-à-dire étudier une pratique, se demander aussi à partir de quel savoir cette pratique-là se conçoit et quelles sortes de savoir-faire sont développés par les organismes pour les mettre en œuvre, ces pratiques. Donc, pour nous, c'était un tout qui s'articulait de cette manière-là. Donc, comme c'est un projet de recherche qui s'échelonne sur plusieurs années, je vais surtout vous parler de la première partie, mais vous voyez que aujourd'hui, on va parler surtout de l'enquête quantitative. On est en train en ce moment de réaliser l'enquête qualitative, et par la suite, l'étape qui va suivre, ça va être de faire un inventaire critique, c'est-à-dire de faire un rapport à partir de cette enquête-là. Et à partir de ce rapport-là, et en particulier des entrevues qualitatives qu'on aura réalisées, l'idée, ce sera de réaliser un guide des bonnes pratiques pour accompagner les organismes culturels qui voudraient se lancer dans la médiation culturelle numérique. Et on mettra ce guide à l'épreuve au moment d'une école d'été, dans laquelle on fera du développement de médiation culturelle numérique. Et finalement, la cinquième étape, ce serait de mettre en œuvre, d'amorcer en tout cas l'idée de la création d'un observatoire sur les dispositifs numériques de médiation culturelle dans les pratiques culturelles. Non seulement les arts de la scène, mais là, élargi à toutes les formes culturelles, qu'elles soient populaires ou savantes. Vous voyez que le projet est ambitieux, mais que si on prend les choses un morceau à la fois, on peut y arriver. Donc, aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous, ce seront les résultats du volet quantitatif. Donc, vous allez voir, ça va être beaucoup de statistiques sur diverses questions reliées au numérique. Et donc, là-dessus, je vais me baser principalement sur la synthèse que Marie-Claude Lapointe et Marie-Chantal Falardeau, qui est avec nous, d'ailleurs, Marie-Chantal est juste là, et moi-même avons rédigé ensemble,
pour essayer d'avoir une idée générale de nos résultats de recherche. Et ce sera suivi, ce volet-là, d'une recherche qualitative. Donc, la méthodologie de la recherche, là, vous voyez, c'est assez long de présenter un peu comment on va fonctionner, mais mettons qu'on s'est servi de concepts clés pour mener cette recherche-là et pour élaborer notre questionnaire, et on s'est inspiré principalement de l'étude dont je vous avais parlé tout à l'heure, l'état des vues sur le numérique dans les théâtres en France, et d'une étude plus de marketing de Richardson sur l'engagement numérique dans les domaines du patrimoine, de la culture et des arts, pour essayer de déterminer les catégories qui pouvaient être intéressantes pour structurer nos questions. Donc, je vous donne surtout les deux définitions qui nous ont guidés pour réaliser notre questionnaire. La première, celle-ci. Toute action menée par un professionnel ou un créateur pour susciter un dialogue autour d'une proposition artistique ou culturelle, qu'elle s'adresse à un individu ou à un groupe. L'action vise soit à développer la relation avec un spectacle, avec un art de la scène, avec un organisme culturel, en parenthèse ou un partenaire de celui-ci, ou des compétences tierces. Donc, on voulait une définition de la médiation culturelle qui soit relativement large. Vous avez vu qu'elle a été conçue pour les arts de la scène, puisque ici, vous avez le mot spectacle et art de la scène. Et vous aviez aussi surtout l'idée qu'on ne voulait pas prédéterminer à l'avance quelle allait être l'orientation de cette médiation culturelle. Donc, c'est pour ça que vous avez ici développé soit la relation avec un spectacle, avec un art de la scène, avec un organisme, ou des compétences tierces, c'est-à-dire n'importe quelle forme d'habilité, par exemple, qui serait développée avec ça. Donc ça a été la définition de la médiation culturelle qu'on a essayé de cerner. Et ensuite, on a aussi déterminé une définition de dispositif numérique qui est inspirée d'une des co-chercheurs du projet, Marie-Claude Delaroche. L'ensemble de moyens numériques ont appui à la médiation culturelle. Les dispositifs numériques sont développés grâce aux capacités d'encodage informatique, s'appuyant sur des réseaux, des équipements et des applications logicielles selon différentes configurations, par exemple site Internet, applications mobiles, réseaux sociaux, etc. Et différentes modalités médiatiques, images, texte, audio, etc. Les dispositifs numériques sont déployés dans différents lieux physiques ou virtuels et selon différentes temporalités, avant, pendant ou après la représentation. Vous voyez, là encore, l'idée d'un dispositif numérique était relativement vaste, aussitôt qu'on faisait appel à des capacités d'encodage informatique. Et on avait aussi, en plus de cette idée d'un dispositif numérique, on avait aussi l'idée qu'on allait aussi étudier les dispositifs mixtes, c'est-à-dire ceux qui mélangeaient la médiation culturelle et la médiation culturelle numérique. Donc, c'est à partir de ça qu'on a élaboré notre questionnaire. C'est un gros questionnaire, long questionnaire, 110 questions, élaboré autour de 4 thèmes. Marie-Chantal, ça demandait à peu près combien de temps pour les gens à remplir en général? En moyenne, 1 heure à 1 heure et demie. Vous voyez que c'était... pour distribuer un questionnaire comme ça, il fallait avoir des bonnes relations avec ses partenaires, parce que sinon les gens ne l'auraient pas fait. Et comme on avait ce type de recherche-là, on pouvait le faire. Donc on a regroupé les questions autour de 4 thèmes, mais selon un peu le profil des organismes, tout le monde ne répondait pas forcément aux 110 questions. Je dirais que c'est pas du tout, c'est une très infime minorité qui répondait à toutes les questions. Et, par exemple, si quelqu'un disait qu'il ne faisait pas de médiation culturelle, ben, on avait tout de suite une autre section. Donc, le nombre de répondants aux questions varie. Les thèmes du questionnaire, je vais y aller rapidement. Donc, premièrement, il fallait savoir à quel organisme on avait affaire. Donc, les caractéristiques de ces organismes-là, vous avez détaillé un petit peu plus bas ce qu'on cherchait. Le second thème, c'était celui de la médiation culturelle, puisqu'on se disait que dans un système de gradation, il y avait ceux qui n'en font pas, ceux qui font de la médiation culturelle et ceux qui font de la médiation culturelle et de la médiation culturelle numérique. Vous allez voir que ça s'est avéré dans les résultats qu'on a obtenus. Et finalement, on voulait savoir, et ça c'était dans le cadre de notre développement de partenariat, comment on faisait affaire avec
des regroupements des arts de la scène, on leur a aussi demandé qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse en même temps que notre étude, qui vous serait utile pour vous aussi pour la compréhension du numérique. Et ils nous ont demandé d'essayer de voir un peu comment les organismes s'approprient au numérique, ce qu'on a fait dans le cadre de notre étude. Donc, comment on a fait la cueillette de données? On avait des listes qui étaient fournies par nos 3 regroupements, en piste, le regroupement québécois de la danse et le Conseil québécois du théâtre. Et donc, ils nous ont fourni leur liste. Leur liste était des listes assez exhaustives parce que ils avaient leurs membres, mais même ceux qui ne payaient pas leur cotisation, ils avaient quand même des contacts avec eux, donc ils nous ont fourni des listes très, très exhaustives. Et ensuite, on a rejoint les organismes par email et par téléphone pour les sensibiliser à notre démarche et s'assurer d'un bon taux de réponse. Au total, on a contacté 450 organismes. Ça s'est fait au printemps dernier. Et là-dessus, il y avait 128 organismes en cirque, 132 en danse, 46 pluridisciplinaires et 148 en théâtre. Donc, c'était quand même un grand échantillon. On a envoyé le lien et tout ça, et sur ce nombre-là, on a obtenu 164 organismes. Sur les, on s'appelle sur les 454 qui ont participé. Ce qui veut dire que qu'on avait, et de ce nombre de 164 organismes, on en a 40% qui appartenaient, qui œuvraient en théâtre, 21% pardon, qui œuvraient en danse. Vous voyez un petit peu sur le petit graphique, c'est ce que vous avez. Et en cirque, et 20% à peu près qui étaient multidisciplinaires. Et pour savoir un peu quelle sorte d'organisme nous répondait, un peu plus, presque 38% étaient des compagnies de théâtre, de danse, de cirque ou encore des collectifs. Vous savez qu'en art de la scène, on a aussi cette manière de travailler qui fait en sorte qu'un certain nombre de personnes se réunissent d'une manière un peu plus informelle. Les autres étaient des organismes de production, des théâtres qui produisent des saisons de spectacles. Et 20% environ étaient des organismes de diffusion. Et en général, ces organismes de diffusion, il y en a un très grand nombre qui sont pluridisciplinaires. Qui diffusent en général plusieurs arts. Ils font de la musique, de l'humour, du théâtre, de la danse et du cirque. Et c'est dans ce secteur-là que le taux de réponse a été le plus élevé des 4 groupes de répondants. 71% des organismes en diffusion ont répondu au questionnaire, ce qui veut dire que c'était eux qui étaient le plus intéressés par la médiation culturelle, probablement. Ensuite, la taille des organismes. Ça va vous donner une idée. En théâtre, en général, la taille des organismes est de 6 employés. Vous voyez que ce n'est pas beaucoup de monde. Alors là, on parle des employés permanents. On ne parle pas forcément des artistes qui vont être engagés. En théâtre, ça fonctionne que les artistes sont en général engagés pour une production. Donc, on leur paie des cachets, mais ça on ne compte pas ces employés-là. C'était des employés dans l'administration qui nous intéressaient. Donc, en théâtre, 6 employés. Donc, vous voyez que c'est des compagnies relativement petites. En danse, la même chose. En cirque, vous avez, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup d'employés en cirque, ça dit 26 employés en cirque, mais c'est qu'en cirque, vous avez des grands cirques, comme, quel est le nom qui vous vient en tête? Le Cirque du Soleil. Ben, le Cirque du Soleil, vous savez, c'est un gros navire, donc eux, ils ont beaucoup d'employés, donc ça gonfle. Ça gonfle le nombre des employés en cirque, qui est beaucoup plus petit que ça, parce que si on enlève 2 ou 3 grosses compagnies, c'est des petites compagnies à quelques personnes seulement. Je dirais encore plus petites que les compagnies de danse de théâtre. Et donc, vous avez ici le calcul qu'on a fait pour ce qui est de la langue et de la situation géographique. 86% des compagnies travaillent principalement en français, 12% dans les 2 langues, et une seule, même pas 1%, une compagnie travaillait en français et en espagnol. Et pour ce qui est de la situation géographique, vous voyez que c'est très concentré à Montréal.
62% des compagnies étaient à Montréal, 10% seulement à Québec et le reste en région. Qui fait de la médiation culturelle? Bien entendu, de toutes les statistiques de cette étude-là, la plus importante, c'est probablement ça. Hein? L'idée que les compagnies qu'on a contactées, quel était le pourcentage qui faisait de la médiation culturelle? On voit que 90% des organismes font de la médiation culturelle. Évidemment, là encore, c'est dans leur propre définition de la médiation culturelle. On ne peut pas présumer de leur compréhension de la chose. Ça, on le saura d'une manière un petit peu plus claire à partir des entrevues qualitatives. Mais, toutefois, cette chose-là est un peu à prendre avec des précautions parce que les gens qui ont répondu au sondage étaient probablement les gens les plus intéressés par la question. Hein? Ceux qui ont décidé de ne pas répondre au sondage sont peut-être aussi... c'est la majorité silencieuse qui laisse entendre que eux, ça les intéresse peut-être pas, donc ils ne prendront même pas la peine de répondre au sondage. Donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que de ceux qui ont répondu au sondage, il y a un pourcentage très élevé qui en font, et ils en font en moyenne depuis 13 ans. Hein, ça nous donne quand même une idée de l'extension de cette pratique-là. Et les raisons pour lesquelles ils en font, c'est surtout pour rejoindre un plus vaste public, pour aider à comprendre un spectacle, ou pour qu'une représentation capte l'attention du public ou du grand public. Il y a aussi ceux qui ne font pas de médiation culturelle, ce qui est une dimension importante de cette étude-là, et on voit que les principales raisons pour lesquelles on n'en fait pas, je pense que vous allez être familier avec ce genre de raisons-là, hein, le manque d'argent, le manque de temps et le manque de formation sont les premières catégories dans l'ordre à peu près. Alors, les couleurs que vous voyez, là, c'est ces trois-là. Et donc, il y avait la possibilité aussi de répondre à plus d'un choix dans ce cas-là. On avait le droit de donner 3 raisons, donc ça dépasse le montant de 5. Quelles sont les formes de médiation culturelle qui sont pratiquées? Là encore, les réponses ne sont pas tout à fait surprenantes. La rencontre avec les artistes demeure la forme la plus pratiquée. Les rencontres scolaires, le programme scolaire, les dossiers pédagogiques. Et, ou encore, et ça c'est peut-être plus intéressant, de la médiation qui se fait sous la forme de la pratique de la discipline. Donc, les médiateurs vont voir, par exemple, des scolaires ou des publics donnés pour lesquels ils font une initiation à leur forme artistique. De tous les gens qui en font, il y en a simplement à peu près la moitié qui font des demandes de financement pour pouvoir faire la médiation culturelle. C'est un nombre assez faible, ça veut dire qu'il y en a qui se plaignent qui n'ont pas de financement, mais il y en a juste la moitié qui font des demandes. Donc là encore, puis il y a un certain nombre de programmes qui sont ciblés. Où est-ce qu'on fait ça, de la médiation culturelle? La plupart le font chez eux, dans leur propre organisme. Une grande partie, ça c'est un peu plus des 2/3 en font en milieu scolaire. Donc on voit bien que le milieu scolaire est l'un des premiers milieux ciblés. Et 50% des gens vont aussi dans d'autres milieux. Ça pourrait être un musée, un centre d'hébergement de longue durée, une bibliothèque, des organismes communautaires. Donc la moitié se déplace ailleurs. Vous voyez que là encore, les gens avaient la possibilité de répondre à plus d'un endroit. Donc ça, on en a un petit peu parlé. Discussion avec les artistes, activités en spectacle avec un lien et des ateliers préparatoires. C'est vraiment, là on est dans des activités de médiation culturelle relativement traditionnelles. C'est peut-être aussi qu'un questionnaire quantitatif, c'est ce que ça permet de révéler, c'est-à-dire ça va nous indiquer surtout les pratiques les plus répandues, mais pas forcément les plus innovatrices. Qui est-ce qui anime ces pratiques-là? Et quels sont les savoirs qu'on privilégie quand on les organise? Ici, vous avez... alors, évidemment, on est dans le milieu culturel. Qui, pensez-vous, va faire ces activités de médiation? C'est à presque 90% des artistes qui le font. À 40% à peu près un médiateur culturel, quelqu'un qui pourrait avoir le genre de profil que vous avez. Et
à peu près au même pourcentage un membre de la direction ou de l'administration de la troupe. Donc, on envoie quelqu'un, peu importe sa spécialité, et à quoi les activités de médiation sensibilisent-ils les publics? Premièrement, au processus de création, aux 2 tiers, aux motivations qui sont liées à la création et peut-être aussi aux intentions de la création, et finalement à l'apprentissage de la discipline. Donc, vous voyez un peu les savoirs qui sont privilégiés tournent autour de ces 3 choses-là. Quel est le public maintenant qui est visé par ces activités de médiation? Le public adulte, dans la majorité des cas, le public scolaire aux 2 tiers, soit du primaire, soit du secondaire, à peu près aux mêmes proportions, et le collégial, l'université et les familles arrivent en dessous. Qui s'occupe de la médiation culturelle dans les organismes? Est-ce qu'il y a un responsable? Vous voyez ici, y a-t-il un responsable de la médiation culturelle dans votre organisme? Il y en a plus d'organismes qui disent qu'il n'y a personne qui s'en occupe que de gens qui disent qu'ils ont quelqu'un à cet effet-là. Les choses vont peut-être changer prochainement. Donc, est-ce qu'on fait ça à l'interne ou à l'externe? Surtout à l'interne, mais on délègue une partie des fonctions à l'externe. Et ceux qui ont un responsable de la médiation culturelle, ils ont une personne qui s'acquitte de cette tâche-là depuis environ 8 ans en moyenne. Donc, vous vous rappelez tout à l'heure, ça fait 13 ans qu'ils font de la médiation culturelle, mais ça fait 8 ans qu'ils ont quelqu'un, qu'ils ont décidé d'embaucher quelqu'un pour le faire. Et pour ce qui est de la formation des personnes qui font ça, la moitié ont une formation artistique, et on a presque un tiers qui serait formé soit en sciences de l'information et des communications, ou des nouveaux médias pour faire ce genre de choses. Maintenant, les difficultés de la médiation culturelle, le manque de financement arrive premier, le manque de temps disponible avant ou après le spectacle pour le faire, la coordination avec le public, organiser ça c'est compliqué, et les personnes ressources pour le faire sont les principaux problèmes qui sont rencontrés. Et par contre, ils le font parce qu'ils ont des incitatifs à le faire, à 61%. Maintenant, la médiation culturelle numérique, je n'irai peut-être pas jusqu'au bout de tous mes résultats de recherche. Je continue encore 5 minutes, puis après ça, on entrera en discussion. Vous vous rappelez, 90% des gens faisaient de la médiation culturelle, mais 53,8% seulement des organismes font de la médiation culturelle numérique. Donc, ça chute à peu près de moitié. Et depuis combien de temps le font-ils? Ils font cette médiation culturelle numérique en moyenne depuis 7 ans. Donc, vous vous rappelez, 13 ans pour la médiation culturelle, 7 ans pour la médiation culturelle numérique. Le plan culturel numérique du Québec, 2014. Donc, ils ont commencé à faire ça avant qu'il y ait un plan culturel numérique. Et pour 52% d'entre eux, ils le font même s'ils n'ont pas de stratégie numérique. Ça ne fait pas partie d'une stratégie, ils le font comme ça, un peu à la petite semaine. Donc, il s'est écoulé 6 ans entre le fait de faire la médiation culturelle et de la médiation culturelle numérique. Ici, je vais passer rapidement parce qu'ils font de la médiation culturelle numérique exactement pour les mêmes raisons qu'ils font de la médiation culturelle. Et les raisons pour lesquelles ils n'en font pas sont exactement les mêmes que pour la médiation culturelle que pour la médiation culturelle numérique. Les publics aussi sont à peu près les mêmes, sauf qu'ils sont un petit peu plus dispersés. Maintenant, quelles sont les formes de médiation numérique qui sont offertes dans les organismes? Les cahiers d'accompagnement et d'activités pédagogiques qui sont créés avec le spectacle, qui sont faits sous une forme numérique. Ça, c'est le plus important. Des vidéos sur le processus de création. Vous avez par exemple la Maison Théâtre, qui a une chaîne YouTube dans laquelle vous pouvez aller voir ces choses-là.
Et vous avez aussi des textes relatifs au spectacle qui sont mis sous une forme numérique. Et là où c'est déployé, sur quelle plateforme c'est déployé, les sites Internet, dans 81% des cas, les médias sociaux à peu près à la même hauteur, autour de 80%. Et donc, c'est surtout sur ces plateformes-là que ça se fait. Et les raisons des réussites de ces actions-là, ils disent que ce qui est le plus important pour ce type de médiation, c'est la qualité du contact et des échanges avec le public qui vient au premier rang, et la capacité pour le public de s'approprier le contenu des spectacles. C'est ça, pour eux, une bonne activité numérique, c'est surtout cette chose-là. Et ce qui est assez intéressant à voir, c'est que pour les organismes culturels, le haut niveau d'innovation technologique du dispositif, ça rend l'activité réussie uniquement à 8%. Ça veut dire que pour eux, la technologie numérique et son degré d'innovation, c'est pas ça qui fait en sorte qu'une activité de médiation culturelle numérique est réussie. Est-ce qu'ils évaluent les publics et leurs actions culturelles numériques? Très peu. C'est moins de la... c'est environ 40% des gens qui évaluent ce qu'ils font. Et en général, ils disent qu'ils ne le font pas parce qu'ils manquent de ressources et manquent d'expertise. Et ils n'utilisent pas leur public non plus. Moins de la moitié des organismes font des études de leur public. Et certains font des études sur leur public, mais vraiment d'une manière épisodique. Je termine avec ces statistiques sur la responsabilité de la médiation culturelle numérique. Donc ici, 72% des organismes n'ont pas quelqu'un qui est responsable de la médiation culturelle numérique. Mais les 2/3 ont une personne qui s'en occupe, mais qui s'occupe de beaucoup d'autres choses en même temps. Et pour ceux qui ont un responsable de la médiation culturelle numérique dans leur organisme, en général, cette personne a été embauchée, et ça, c'est pas beaucoup de monde, cette personne a été embauchée depuis 4 ans. Donc, quand même, on voit que les choses sont en train de bouger. Et ils sont formés principalement soit en communication ou dans une discipline artistique à peu près également. Et donc, il semble y avoir un lien entre le fait qu'un organisme puisse tabler sur un poste de médiation culturelle numérique et le fait que la personne soit formée en nouveaux médias ou en communication. Car peut-être cette dernière chose-là dont je vous avais parlé au début. Vous voyez, il y a beaucoup de gens là-dedans. Il y a la moitié de ces compagnies-là qui font des activités de médiation numérique, mais 80% des compagnies n'ont pas de stratégie numérique. Donc, elles font, une bonne partie de ces compagnies-là en fait, mais ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas réfléchi à la question, ils ne se sont pas positionnés à cet égard-là. Et des organismes, c'est-à-dire les 20% d'organismes qui en ont une, l'ont mis en place depuis 9 ans. Donc, un petit groupe d'acteurs qui, eux, sont très actifs et qui sont un peu en avance, mais la majorité est un peu à la traîne. Même s'ils n'ont pas de stratégie numérique, ils estiment que ce qu'ils font, ça fonctionne quand même bien.